Pour les jeunes générations, le narcissisme est une valeur positive, associée à la confiance en soi et même à une forme d'agressivité sociale, indispensable pour réussir à s'imposer dans un monde de compétition acharnée. Pour interroger cette fièvre narcissique qui s'empare de nous, j'ai décidé de revenir sur un classique incontournable de la littérature en sciences sociales, La culture du narcissisme, de l'historien et sociologue Christopher Lasch. Et nous nous retrouvons au 104 pour en discuter. Alors le 104, c'est un site d'ancienne pompe funèbre municipale qui s'est transformé en lieu d'art, d'accueil d'artistes pour des résidences, de festivals, mais aussi un lieu où les gens peuvent venir se produire, s'exposer, danser, jouer du théâtre devant tout le monde. Et c'est un lieu tout à fait dédié pour parler du regard de l'autre. Bonjour Anissa. Bonjour. Bienvenue dans Humanité. Bien, je te propose qu'on commence tout de suite pour parler de cette question du narcissisme contemporain. Tu vois, dans une précédente séance, on avait eu l'occasion de parler d'authenticité avec Boris Beга. Je ne sais pas si tu l'as vu cette séance d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quoi j'ai trouvé le thème de l'authenticité hyper intéressant. Ça l'est, ouais. Et c'est une valeur, je trouve, qui est de plus en plus plébiscitée dans notre société. C'était l'occasion justement de revenir sur cette valeur plébiscitée en essayant de comprendre comment elle est liée à la modernité et aux transformations sociales actuelles. Mais si tu as été attentive, peut-être que tu as senti que j'étais un peu sceptique sur ce concept quand même. Oui. J'ai l'impression que c'est un concept qui n'est peut-être pas aussi opérant que l'imagine Lipovetsky, l'auteur d'authenticité. C'est pour ça que j'ai voulu parler de narcissisme. Je pense que vraiment, pour comprendre la modernité et ce qui se passe depuis les années 60-70, il faut parler de narcissisme et d'un narcissisme exacerbé, vraiment. Et c'est décomplexé aussi. Et c'est lui qui entraîne l'authenticité. Parce que si tu veux, cette montée du narcissisme, elle provoque paradoxalement un sentiment de vide intérieur, un sentiment d'inauthenticité qu'on va venir combler avec une quête et une recherche de sentiments vrais, de vérité, d'authenticité. C'est ça qui m'intéresse, c'est de remonter vraiment à la racine. Donc le narcissisme est, à mon sens, la véritable cause des transformations sociales qui nous affectent depuis les années 70. Et tu as un auteur, un écrivain célèbre américain qui s'appelle Tom Wolfe, qui avait déjà dit en 1976, on est dans la décennie du moi. Et là, tu vois, il y a un écho tout de suite à ce qu'est la question du narcissisme. Moi, je. On a l'impression que ça nous renverse du côté de l'égoïsme, du côté du petit moi qui regarde le monde qu'à travers sa petite fenêtre. Mais peut-être que Wolff, il n'allait pas assez loin, c'était une formule, tu vois, qui était séduisante comme ça, mais le narcissisme est nettement plus complexe. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec le bouquin de Christopher Lasch et sa culture du narcissisme, voir comment le narcissisme, c'est pas simplement ce qu'on croit être un égoïsme, un amour de soi tout simple. Il y a plus d'ambivalence que ça. Lasch le dit très bien dans son bouquin en parlant de Richard Sennett, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la haine de soi. Paradoxalement, c'est pas que s'aimer beaucoup, c'est aussi se détester le narcissisme. Et c'est vraiment sur cette ambivalence qu'on va travailler. Mais peut-être que pour comprendre, il faut d'abord revenir aux racines. Tu sais d'où vient le mot narcissisme? Oui, du mythe de Narcisse. Exactement. Est-ce que tu te souviens un peu de ce mythe? Il me semble que c'est un jeune homme qui tombe amoureux de son reflet sur un lac. Ouais, c'est ça. Il tombe amoureux de lui-même en voyant son reflet dans un lac. C'est ça. En fait, il y a plusieurs versions du mythe de Narcisse. Est-ce qu'il tombe amoureux de lui? Est-ce qu'il tombe amoureux de sa sœur morte? En tout cas, il tombe amoureux d'une image. Et ça se finit mal en plus. C'est ça qu'on oublie souvent avec le mythe de Narcisse. Il s'abandonne et il s'abîme tellement dans la contemplation de lui-même qu'il va finir par mourir. Et il va donner naissance à la fleur, le narcisse, qui existe aujourd'hui, qu'on peut trouver. Tu vois. Donc c'est vraiment cette histoire tragique de quelqu'un qui s'aime tellement qu'il devient dans une dynamique morbide qui l'amène jusqu'à la mort. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la question du lac, la question de la réflexion, la question du miroir. Est-ce que, comparé à un miroir, tu as eu l'occasion déjà de te regarder dans un lac et dans l'eau? Oui, certainement. Je me suis déjà regardée dans l'eau. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu t'es vue, toi, Anissa? Je me suis vue moi, mais de façon imperfectible. C'était plus un reflet. Ouais. Pas un vraiment, peu flou, voilà, un peu trouble. Un peu flou. On voit l'eau, ça bouge tout le temps, donc on a du mal à se saisir. Pour moi, il y a peut-être une analyse qu'on pourrait livrer du mythe de Narcisse qui serait singulière. C'est une explication que je donnais en cours, moi. C'est que, en fait, est-ce que Narcisse, il est en train de chercher l'image parfaite, ou est-ce qu'il est en train de s'aimer à travers l'eau, ou est-ce qu'il est en train de trouver le moment opportun où l'image est enfin rassemblée, où il peut se voir, mais de façon idéale? En fait, on ne se voit pas bien dans l'eau. Et Narcisse, il cherche le moment opportun. Il cherche à saisir l'éternité dans une image, comme on cherche la jeunesse éternelle, la beauté qui ne s'abîme jamais. C'est ça que cherche Narcisse dans le reflet.
Et dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu ce mouvement finalement. Les hommes ont voulu se voir. Moi, quand je te parle, Anissa, je ne me vois pas. Toi, tu ne te vois pas. Et on est toujours curieux de savoir ce qu'on renvoie à l'autre. C'était le sens des portraits. À l'époque, tu faisais réaliser un portrait quand tu vas à Versailles ou dans un château de la Loire, tu vois les portraits des gens, des nobles, des personnalités et des aristocrates qui peuplent les pièces. Mais tout le monde n'avait pas les moyens. Il y a eu l'appareil photo. Là, on a élargi quand même aux bourgeois, à toute une classe sociale qui n'avait pas accès aux portraits autrefois, qui ont pu immortaliser des moments de vie. Et aujourd'hui, tu as l'appareil photo, mais plus argentique, celui où il fallait une chambre noire pour développer. Tu as l'appareil photo numérique. Là, on a derrière l'équipe Taha qui vient de prendre une photo. Par exemple, c'est extrêmement facile. On peut immortaliser énormément d'images et donc se voir tous. On est en train d'arriver par la technologie à ce reflet pur que n'obtenait pas Narcisse. Et il y a un autre aspect dans le mythe de Narcisse qui est hyper important, c'est l'écho, la nymphe écho. Donc d'un côté, tu as le miroir et de l'autre, tu as la nymphe écho. Pourquoi c'est important ? Tu as une femme qui est amoureuse de Narcisse. Et Narcisse est tellement abandonné à sa contemplation de lui-même qu'il n'est pas capable de recevoir cet amour. Il est lui avec lui-même, dans un tête-à-tête morbide où l'autre n'a plus de place. L'écho, c'est l'autre. Oui, c'est ça, c'est toujours cette recherche de l'altérité. En fait, le narcissique, il n'est valorisé que par le regard de l'autre, que par l'altérité. Et si l'autre n'existe pas, le narcissique, en fait, meurt. C'est comme ça. si... c'est comme du suicide pour lui, en fait. Il y a une forme suicidaire dans le narcissisme, effectivement, quand il est évidemment exacerbé, hein, pas le petit narcissisme qu'on a tous un peu, parce qu'il faut de l'amour de soi. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif et qui fait partie de l'ambivalence du narcissisme. On se dit, le narcissique, il est bien avec lui-même. Mais c'est pas vrai. Il a besoin du regard et de la médiation de l'autre. Il a besoin d'une recherche d'un autre, mais qui soit un autre réconfortant, qu'il réassure en lui-même. « Ah oui, tu es le plus beau. Ah oui, tu es le plus intelligent. Ah oui, tu es le plus gentil. Ah oui, tu es le plus compétent. » Pas quelqu'un qui le challenge. Et ce qui se passe dans la modernité, l'époque actuelle, c'est que par le biais de la technologie, l'autre, il est partout. On est rentré dans un autre monde, puisqu'on a les réseaux sociaux. Moi, je prends mon appareil photo, je fais une photo numérique de moi, je la poste sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je me projette dans le monde, je m'offre au regard des autres, je me soumets à leur approbation sociale. Je cherche des likes, je cherche des commentaires. Il y a une anxiété des réseaux sociaux. Genre, j'ai mis une photo de moi et personne ne like. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une sale tête? Est-ce que je vais mal? Est-ce que je suis pas en forme? Donc, je cherche vraiment cette approbation sociale. Alors, ça peut montrer une grande confiance en soi et parfois, les gens ont tendance à le voir comme ça. Genre, je me projette dans le monde et il faut de la confiance quand même, quoi, pour poster 1200 photos de soi par jour comme le fait Kim Kardashian. T'imagines un peu le truc? Ah, elle les poste pas 1200, mais elle en fait 1200. 1200 selfies par jour. T'imagines le délire? Mais en même temps, c'est une très grande vulnérabilité qui s'exprime. Parce que j'ai besoin du regard des autres pour approuver qui je suis et valider mon existence. C'est quand même quelque chose qui est assez valorisé, je trouve, aujourd'hui, mettre en avant son image, mettre en avant ce soi-là, ce soi virtuel pour réconforter une espèce d'existence, quoi, un peu Ouais, virtuelle, tu as raison. quoi. Tu as tout à fait raison. Mais est-ce que c'est toxique à ce point-là, du coup, d'être dans ce schéma-là de monstration de soi-même? Ouais, parce qu'il y a cette question quand même de l'injonction à correspondre au regard d'autrui qui devient tyrannique sur soi, quoi, qui engendre une forme de souffrance, parce que je suis en train de répondre à une norme sociale, au regard social de l'autre. Donc tu vois, on est vraiment dans l'expression d'un moi tyrannique. Alors on va revenir un peu, tu vois, à la psychanalyse, parce que ça va nous aider à vraiment comprendre ce qui se passe. Freud, et le bouquin La culture du narcissisme le reprend, distingue deux formes de narcissisme. Un narcissisme primaire et un narcissisme secondaire. Celui qui est dans le narcissisme secondaire, c'est quand tu grandis. En fait. Le narcissisme primaire, c'est celui de l'enfant, du nourrisson, qui n'a pas fait le distinguo entre lui et le monde et qui ne comprend pas le principe de frustration parce qu'il n'a pas compris qu'il y avait une séparation entre lui et les autres. Donc le nourrisson, quand il a faim et qu'il n'a pas le biberon ou le sein qui est porté directement, il pleure parce qu'il ne comprend pas. Et puis quand tu grandis, tu comprends que ta mère, parfois elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de discuter avec ton père, elle est en train de lire le journal, elle est en train de faire une autre activité. Donc tu comprends qu'elle ne peut pas correspondre exactement à ton désir, à ta volonté, elle ne peut pas être là pour toi tout le temps. Et il faut apprendre
la frustration, le différement du principe de plaisir, etc. Et ça, c'est le moment où tu grandis. Celui qui développe un narcissisme secondaire, qui est un narcissisme pathologique, c'est quelqu'un qui dit bah, « je veux pas ». Moi, je veux pas. Je considère que le monde doit être à moi, que les gens sont là pour répondre à mes attentes. Je ne supporte pas que les gens aient des désirs propres. Mon désir doit être leur désir. Ma volonté doit être leur volonté. Ils doivent servir mes intérêts et sinon, ça va pas. Et on le voit vraiment, ce type de personnalité, avec certains types de personnalités qui réussissent. C'est très terrible à dire, tu vois, mais c'est vraiment des gens qui peuvent avoir la reconnaissance sociale, du succès, qui passent dans les émissions de télé-réalité, par exemple. Ils font des caprices tout le temps. Ils gueulent, ils sont violents, ils ne cherchent pas le compromis, ils ne cherchent pas la discussion, ils se mettent en scène de façon dramatique. On parle maintenant, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, mais on parle de sad fishing. Je suis malheureux, je pleure devant la caméra pour dire à quel point je suis malheureux et combien tu dois être en empathie avec moi. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi cette polémique sur les influenceurs et influenceuses qui vendent des produits qui sont parfois toxiques pour la santé, qui ne vérifient même pas le degré de sécurité de ces produits. Il y a une loi qui est passée d'ailleurs récemment. Heureusement d'ailleurs, c'est plutôt salutaire, mais pendant longtemps, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Comme des gros enfants qu'ils étaient, des gros bébés. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils trouvaient, et ils voient pas le mal en fait. Ils font que correspondre à leurs désirs, à leur volonté, mais ils nuisaient profondément aux autres sans s'en rendre compte. Bah, quand ils ont fait leur repenti devant les écrans, ils ont pleuré en disant « Oh, je suis pas content, les gens sont méchants avec moi. Je ne supporte pas le monde, je ne supporte pas l'altérité, je ne supporte pas la contestation. » Donc c'est vraiment ça que ça nous dit, ce mouvement narcissique secondaire qui est toxique. Et pour moi, et pour les autres, et dans les rapports sociaux. Oui, bon, après, j'ai l'impression que c'est quand même... la télé-réalité, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années. Maintenant plus de 10 ans. Les stars de télé-réalité sont extrêmement riches. Ouais. Et si ces émissions, elles fonctionnent autant, j'imagine que c'est parce qu'il y a un public qui les regarde. Et c'est un public qu'on ne peut pas forcément dévaloriser par son attention, puisqu'il regarde depuis des années, et c'est des générations qui se suivent et qui continuent à regarder. Donc c'est un système qui est quand même plébiscité, qui est quand même valorisé. Donc les stars de télé-réalité sont quand même un marqueur de notre société et qui montrent... Tu as tout à fait raison. C'est vraiment ce qu'on doit faire en sociologie ou en philosophie, c'est penser des phénomènes parfois extrêmes et se dire en quoi ils nous aident à penser et à réfléchir à la société dans laquelle on vit. Tout le monde n'a pas ces pathologies narcissiques avec de grands enfants capricieux. Par contre, ça nous fascine ce spectacle et c'est valorisé socialement. Ça veut dire qu'on passe d'un narcissisme psychique, de la personnalité narcissique pathologique, à un narcissisme de masse, à une culture narcissique. Quelque chose qui va être valorisé comme trait de personnalité, à la fois par les médias, mais aussi peut-être dans les organisations. Donc c'est vraiment un trait culturel et bien sûr, c'est lié aussi à une société qui est devenue ultra compétitive, ultra concurrentielle. Le narcissisme est aussi un mécanisme de défense pour se protéger contre cette agression. C'est une façon de s'imposer dans une compétition qui est hyper difficile. Donc tu vois, on revient à cette ambivalence du narcissisme. D'un côté, il y a un moyen de se défendre, donc de se protéger, mais en même temps quelque chose qui développe une toxicité dans les rapports, qui dégrade les rapports humains et la confiance qu'on a en soi et dans les autres. Donc on a vraiment ce double mouvement. Si tu veux, pour t'en parler et pour donner une image à ça, peut-être on peut parler de films. Je vais te prendre 2 films emblématiques de ce monde ultra concurrentiel, peut-être même 3 films. Enfin, 3 films et un livre, voilà. Allons-y. On est dans les années 80, on est dans l'environnement de Wall Street, des Golden Boys, on veut faire de l'argent, on veut réussir, on veut écraser son voisin, on va être meilleur que l'autre. Tu as un vieux film d'Oliver Stone qui s'appelle Wall Street, et tu as un film plus récent, je pense que tout le monde a vu, qui s'appelle Le Loup de Wall Street. C'est la même dynamique qui est racontée. Tu as vraiment quelqu'un qui veut réussir vite, qui veut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Alors dans Wall Street, le personnage principal dit « Greed is good », la cupidité est bonne. Et celui qui apprend à ses côtés, exactement comme DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, il veut des richesses, il veut l'ostentation, il veut montrer qu'il a un gros bateau, il veut montrer qu'il a des tableaux, il veut montrer qu'il est capable de s'acheter le meilleur vin, se faire la meilleure cave à vin, il veut acheter des œuvres d'art aussi, tu vois. Il veut montrer tout ça. Et en fait, dans ce cas-là, on est dans un narcissisme, certes puissant, fort, mais qui est pour dire j'ai de la volonté, je suis un compétiteur, je suis un winner, je suis un gagnant, quoi. Et ça, c'est valorisé socialement. Voilà. Ça, c'est pour le premier cas. Et on va retrouver l'ambivalence parce que ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur. C'est ce que je montre au monde. Mais il se passe quoi dans la tête d'un Golden Boy?
C'est la deuxième partie du film de Wall Street. On voit qu'il est en train de basculer dans la déchéance, la drogue. Dans l'excès, quoi. L'excès. Et c'est pour combler le vide. C'est que, en fait, dans le fond, cette projection dans le monde vient combler un vide intérieur puissant et intense. Et on a une autre illustration de ça, c'est American Psycho. Alors, c'est un livre au départ de Bret Easton Ellis qui a été adapté au cinéma. Et là, tu te mets dans la tête d'un Golden Boy. Ben, c'est pas beau ce que tu vois. C'est pour ça qu'il utilise l'image et la métaphore d'un tueur en série. C'est un mec qui est vide. C'est quelqu'un qui est dans un contrôle de soi permanent. Une mèche qui colle pas, une goutte de sueur qui tombe, et ça le met dans un état de rage puissant. C'est ça que les autres ont vu. Ils vont penser que je suis un imbécile, je me sens humilié, je me sens dégradé. Et ces pulsions de rage, il les vit à travers des fantasmes ou des faits réels, on ne sait pas trop, où il tue, où il massacre, où il maltraite. Et voilà la métaphore pour Bret Easton Ellis du narcissisme contemporain. C'est un narcissisme meurtrier, destructeur de l'autre et de soi-même. Et alors, la société là-dedans, elle n'existe plus. Cet individu, il est asocial. Il n'aime pas la société, il n'aime pas les autres, il n'aime pas soi-même. Et il y a des scènes terribles dans American Psycho avec un clochard. Il le martyrise, il le tape. Parce que pour lui, c'est la lie de l'humanité, c'est ce qu'il ne veut pas voir. Donc on a un individu profondément toxique et asocial qui se développe sous couvert de se protéger. Après, j'ai l'impression quand même que ça reste un idéal. Enfin, j'ai l'impression que les excès qui sont montrés dans certains films sur la richesse, vite, s'enrichir rapidement, sans faisant beaucoup d'efforts, de travail. Ouais. L'idée de travailler avec sueur, comme des millions de personnes aujourd'hui, c'est plus forcément valorisé et ça se voit aussi dans les salaires. Et les films, ils caricaturent ça, mais en même temps, c'est comme si on était tout le temps en train de balancer entre être la meilleure version de soi-même et en même temps, il faut quand même garder les pieds sur terre et se dire qu'il y a toujours plus malheureux. Ah, c'est difficile d'être C'est hyper dans contradictoire, des injonctions quoi. contradictoires comme ça. Mais tu as raison sur l'idée de la meilleure version de soi-même, sur le fait de gagner de l'argent, de travailler, mais sans le sens de l'effort. Le narcissique, il veut la récompense immédiate. Et on va peut-être essayer d'expliciter ça aussi en analysant le mouvement de fond qui fait que le narcissisme s'est imposé dans la modernité. En fait, à mon avis, il y a 4 grands facteurs qui peuvent expliquer pourquoi le narcissisme s'est imposé. Alors, je te propose d'y aller. Allons-y. Il y a un premier facteur, et tu vas voir qu'il y a un lien avec ce que tu dis, qui est lié à l'histoire de l'Amérique. En fait, on peut imaginer, en lisant le bouquin de Christopher Lack, que la culture du narcissisme s'est déjà imposée aux États-Unis avant de conquérir le monde. Ça s'est mondialisé, mais c'est né aux États-Unis. Ça vient de la mentalité américaine, notamment la mentalité des pionniers, et l'American Way of Life, du self-made man, de l'entrepreneur. Donc, les États-Unis se sont construits sur le mythe de l'Ouest, toujours plus à l'Ouest, l'avenir est radieux, l'avenir est signe de richesse, promesse de richesse, d'épanouissement, etc. Il y a un optimisme radical des Américains, donc on regarde vers l'avenir, mais le passé, on s'en est détourné. Après tout, on a quitté l'Europe, on est parti d'Europe pour inventer une ville nouvelle, on ne veut plus de référence au passé. Et l'individu narcissique, il vit dans un présent permanent. Il n'est pas dans la référence au passé. Donc ça, c'est déjà une indication intéressante. Il appelle ça, Christopher Lack, l'Adam américain. L'Adam comme Adam et Ève, quoi. Il a voulu recréer un Éden sur le territoire américain, mais ce qui fait que ça se distingue le premier Américain se distingue de l'homme narcissique d'aujourd'hui, c'est que lui, il avait une culture du travail. Il avait une éthique du travail qui était liée à l'éthique protestante, où il disait il faut se battre, il faut être dur au labeur, quoi. Il faut travailler beaucoup, 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 parce que c'est comme ça qu'on deviendra riche. Et en plus, on devient riche, mais pas de temps pour soi. Ça, c'est l'idéologie ou l'éthique pour la calviniste. Même pour Dieu. Ah oui, oui. On est Oui, tous c'est les vrai fils de qu'ils Dieu. sont- Oui, oui, c'est ça. c'est vrai. Et donc, du coup, là, ce monde, c'est la maison de Dieu. Donc, on accumule les richesses pour montrer qu'on est dans les bonnes grâces du Seigneur, mais on n'est pas là pour jouir de son travail. Ça vient bien plus tard. Pour qu'on passe du stade de l'Adam américain au narcissique moderne, il a fallu qu'il y ait d'autres étapes. Qu'est-ce que c'est, ces étapes? Alors, la deuxième étape, elle est importante aussi, c'est les transformations qui ont affecté la société de consommation. En fait, plus exactement, on est passé d'une économie de la production à une économie de la consommation. Tu as étudié à l'école, j'imagine, l'industrialisation, donc la révolution tayloriste, le fordisme et tout ça. On parle souvent de la production, comment on arrive
à gagner en productivité grâce aux technologies, grâce à une meilleure organisation du travail. Mais on oublie de dire qu'à un moment donné, on a basculé vers une société, non plus de la production, mais de la consommation. C'est ça qui est le cœur des choses. On produit pour vendre. Et si on produit plus, il va falloir vendre plus. Donc la consommation va devenir pas seulement un acte, mais une société qui est structurée autour de ça, avec le marketing, avec la publicité. Et le discours du marketing et de la publicité, c'est de dire, grâce à ce produit, grâce à notre marque, tu vas devenir une meilleure version de toi-même. Tu vas devenir plus grand, tu vas devenir plus fort, tu vas gagner en confiance en toi. C'est magique. Je ne savais pas qu'acheter un jean Levi's me permettait de courir plus vite. Oui. Tu vois? Mais c'est un peu ça. L'idée qu'il y a derrière la société de consommation, et ça flatte donc du coup le potentiel qui n'est pas exploité à l'intérieur de toi et qu'on va arriver à déclarer. Et il y a autre chose qui est moins intuitif encore, c'est que pour consommer, il faut de l'argent. Oui. Et l'argent, c'est un problème qu'on a tous. Oui. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? La société de consommation a fait en sorte que l'argent ne soit plus un problème. Grâce au crédit. Et la pire formule du crédit, le crédit conso. Tu passes en caisse, tu n'as pas l'argent, 3 fois sans frais, nanana, etc. Et j'ai acheté mon écran plat. Donc il ne faut pas que ça soit un frein. Tu peux consommer tout le temps, quand tu veux, sans aucune limitation. Et tu te souviens ce que je t'ai dit sur le narcissique secondaire? Je n'aime pas la frustration, je n'aime pas l'altérité, je n'aime pas que le monde se refuse à moi. Je n'aime pas les limites, quoi. Je n'aime pas les limites. Et là, on te dit, il n'y a plus de limites. Le consommateur roi est un consommateur glouton qui a son biberon tout le temps à la bouche. On voit qu'il y a certaines limites quand même à ce modèle-là, qu'il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, à ce modèle de production, justement. Mais tu as totalement raison. C'est vrai que peut-être qu'on est en train de rencontrer les limites de ce narcisse qui a prospéré et qui s'est diffusé jusqu'à présent en disant maintenant on vient vers une économie de la sobriété, on repense l'articulation entre moi et le monde, moi et la nature, moi et la vie animale. Qu'est-ce qui fait de moi un être si spécial dans la chaîne du vivant? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait de moi un être si spécial dans l'environnement qui est le mien? Est-ce que la technologie m'arroge tous les droits sur la nature? C'est des questions qui se posent. Et donc, il y a une réflexion, tu as raison, qui est en train d'être engagée, qui fait que peut-être on est en train de sortir de ça, mais soyons pas trop optimistes, trop vite en tout cas. Les changements se font avec beaucoup de décennies, j'ai l'impression, dans la nature humaine, quoi. C'est ça. Surtout qu'en fait, à la fin, on est toujours dans une société ultra compétitive, ce qui m'amène au troisième point. C'est tu as envie de gagner. Il y a une compétition. Qui est le meilleur socialement, quoi. On disait tout à l'heure les stars de télé-réalité. Mais dans les organisations, dans le monde de l'entreprise, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la valorisation du narcissique. On en parlait aussi en préparation de l'émission. Alors, tu vois ça dans Psychologie Magazine ou ailleurs, des pervers narcissiques. On ne parlait plus que de ça. Oui. On a l'impression d'être entouré de ça partout. Oui, oui. Mais en entreprise, on dit c'est difficile à détecter et c'est des gens qui réussissent bien. De la même façon, d'autres êtres asociaux, comme les psychopathes, fonctionnent très bien en entreprise. Ils arrivent à des postes de direction et de responsabilité très facilement. Le narcissique fonctionne bien dans l'organisation. Déjà, parce que c'est quelqu'un qui est soucieux de l'image qu'il présente de lui-même. Or, on est dans des économies de plus en plus dématérialisées, de plus en plus virtualisées, où le fruit du travail concret, on s'en désintéresse. Ce qui est important, c'est de communiquer dessus, Mais faire c'est savoir, Oui. plutôt que le savoir-faire. Le narcissique, il se régale, parce qu'il maîtrise son image, il maîtrise les effets. Alors, on parle d'image séductrice, il maîtrise les effets qu'il veut produire sur l'autre. Il est dans un super contrôle de lui-même, donc ça lui donne un atout. En plus, s'il est un peu pathologique, il considère que l'autre lui appartient. Donc on est déjà dans cette économie-là qui peut valoriser au-delà du raisonnable ce genre de profil. Et donc tu vois, on n'est pas vraiment complètement sorti de l'auberge avec cet Ah non, mais individu. c'est sûr. Mais du coup, on fait comment pour trouver l'équilibre justement entre cette image de soi qu'on doit renvoyer pour être justement valorisé au sein de notre société, au sein de l'entreprise ou même au sein de différentes institutions, que ce soit culturelles ou dans tous les domaines en fait, cette image elle est recherchée. Je crois que tu as vraiment saisi le cœur du problème. C'est vrai que c'est la médiatisation de mon image, de mon profil, de mon identité qui crée et qui est la source de ces tensions sociales et de cette toxicité. Alors comment on fait pour faire marche arrière? Disons qu'on est mal embarqué d'après Christopher Lax, parce qu'en fait, ce qu'il pointe, et c'est assez original comme analyse, il dit finalement, tu sais, on a tous l'impression que l'intimité a gagné, quoi. Elle est partout, on l'expose partout et tout ça. Il lui dit, bah non, en fait, l'espace intime a perdu. C'est hyper contre-intuitif, très très stimulant, et il appuie sur quelque chose. Il dit, l'espace intime a perdu parce qu'on a transféré des compétences qui étaient
autrefois de l'ordre de l'éducation, de la famille, dans la sphère privée, à l'État. Il y a un transfert de compétences qui s'est exercé, et notamment par rapport à quelque chose qui a gagné du terrain depuis 30-40 ans, c'est la fonction thérapeutique, le fait d'être en bonne santé physique, mentale. Et ça, on a donné ces compétences-là à l'État, alors par plein de biais. L'école, c'est à l'école d'éduquer les enfants. Notre ministre de l'enseignement actuel a d'ailleurs dit, mais en fait, on compte trop sur l'école, on a besoin des parents. C'est un retour. Mais l'école, on lui a beaucoup délégué cette fonction d'éducation. La justice, elle s'occupe des problèmes privés au sein d'une famille, problèmes de violence conjugale, familiale, d'enfants qui sont pas élevés comme ils devraient être élevés. Donc ça veut dire que beaucoup de registres, l'école, l'État, les psys, la justice vont rentrer dans la sphère familiale et vont se mêler de ce qui se passe à l'intérieur. Alors je ne dis pas que c'est mal, bien sûr, parce que ça protège aussi les plus vulnérables. Mais ce que veut dire l'auteur, notre philosophe avec qui on est depuis le début, c'est que du coup, on a externalisé ces fonctions vers l'extérieur et l'espace intime en a pris un coup. Toute cette sphère où justement on échappe au regard. Nous sommes sous le regard permanent. Et il dit, en plus, un effet pervers, c'est que en déléguant ces fonctions-là à l'État, eh bien, c'est déresponsabilisant. Ça crée une forme de dépendance. Et donc, tu veux aider les gens et ils deviennent encore plus fragiles et vulnérables, encore plus dépendants de l'aide extérieure. Et tu as un effet qui est paradoxalement assez mauvais et négatif pour tous. Voilà où on en est, quoi. Et la société de consommation vient se greffer là-dessus en disant jouis sans entrave, amuse-toi, sois dans le présent permanent, etc. Alors que ce que Christopher Lax dit, il faut réintroduire de la profondeur historique. C'est important pour sortir de soi, la profondeur historique. La culture sert aussi à ça. On est censé se remettre l'histoire au cœur en fait de nos vies, savoir d'où on vient pour un peu plus rééquilibrer cette notion d'individualisme et de narcissisme en fait. Et tu vois, c'est vraiment une refonte aussi structurelle, globale de la société parce que ce passage, cette délégation, ce transfert de compétences à l'État ou à des services de l'État, c'est une perte de l'idéal d'autonomie des Lumières. L'individu autonome était vraiment le cœur du projet de la modernité parce que c'était par lui qu'on allait construire une société politique moderne, avec un individu qui contrôlait aussi l'exercice du pouvoir, ses fonctions, qui limitait aussi. Là, on est dans une délégation pure et simple, mais on passe d'un État Big Brother à un État Big Mother qui nous tient le biberon, en fait. Et là, c'est une forme de sortie du politique. Forme de sortie du politique qui est en plus renforcée par ce délitement du lien social dont on a parlé tout à l'heure. La toxicité des liens, le fait que l'individu, eh bien, il s'en remette à lui-même comme seul moyen de confiance et de vecteur de confiance dans le monde, fait qu'il se détourne du reste et l'autre devient une source d'inquiétude, d'ennui, d'agacement. Et politiquement, ça a un impact parce que si tu penses l'étranger, le migrant, les nations et la xénophobie, pense au Brexit par exemple. L'étranger et l'Europe étaient responsables de tout pour les Anglais. Et aujourd'hui, où le Brexit n'a pas porté encore ses fruits, en tout cas de leur point de vue, eh bien, les Anglais disent « bah non, mais c'est pas notre faute », etc. C'est-à-dire que la décision qu'ils ont prise, ils ne l'assument pas en pleine conscience. Et on est là vraiment dans une expression politique du narcissisme secondaire de gens « je refuse la réalité, je refuse l'autre, c'est ma volonté, et quand je suis pas content, bah, je suis pas content contre toi et je te rejette ». Oui, c'est des thèmes... C'est des thèmes récurrents, j'ai l'impression, dans l'actualité. Complètement. On est en plein dans l'actualité et l'objectif, c'est de prendre un peu de recul et de se dégager de tout ça. Et par exemple, grâce à la culture, tu sais, on a tous un besoin qui est important de rire. Et quand tu regardes un vieux film ou des stand-up, c'est des gens qui te permettent de te mettre en situation avec des situations d'échec. Alors quand tu ris, quand tu échoues, tu crées, tu innoves. Et le narcissique, il n'est pas capable de ça. Il contrôle. Ben, j'ai l'impression qu'on est au bon endroit pour rire et danser et profiter de la vie. On y est.